on a la chance d'avoir quelqu'un du Canada, de l'équivalent de l'ANSSI, qui va nous présenter un peu son organisation, qui va nous parler aussi de la loi C26, et qui s'appelle Daniel Couillard, directeur général du partenariat du Centre canadien pour la cybersécurité. Merci beaucoup aux courageux qui sont restés pour la dernière présentation. Comme on peut voir, là, je pense que le Canada, c'est loin, là, mais finalement, la présentation s'est rendue, alors on va pouvoir finir avec ça. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre organisation, mais l'emphase va être sur la présentation d'un nouveau projet de loi canadien, le projet de loi C26, qui est l'équivalent du NIS 2, là, ou un début vers le NIS 2, là, un premier pas vers quelque chose de semblable au NIS 2. Et étant donné qu'il devrait rentrer en fonction très bientôt, je crois que c'est quelque chose de quand même intéressant pour comparer ce qui se passe de notre côté de l'océan par rapport à l'Europe. Alors, je vais commencer un peu par le Centre canadien de la cybersécurité. Alors, comme on l'a mentionné, on est un peu l'équivalent d'ANSSI si on va faire une relation avec l'État français. Mais pour être peut-être plus spécifique, notre organisation a deux missions, puis l'organisation mère s'appelle le Centre de sécurité des télécommunications et elle a deux missions, la mission de cybersécurité, mais nous avons aussi la mission de renseignement étranger. Alors, si on veut faire encore l'analogie avec la France, ça serait de la DGSE au niveau des services techniques. Alors, notre organisation, finalement, on a ces deux fonctions-là et une informe l'autre. Alors, c'est un peu notre plus-value dans l'écosystème canadien de la cybersécurité. Lorsque nos informations, nos avis et conseils, nos projets, nos partenariats avec certains des grands joueurs canadiens est informé directement là, par le côté le côté renseignement de la business. Alors, c'est un peu le plus-value qu'on amène par rapport aux autres grands joueurs dans la cybersécurité. On est basé à Ottawa, pour ceux qui s'intéressent, mais on a des ambitions nationales. On est relativement nouveau, là, ça fait seulement 5 ans qu'on existe. Aussi, juste penser rapidement, pour ceux qui ont accès à la présentation après, pour regarder ça, c'est un peu notre année en revue. Je veux juste vous signaler là, dans l'anneau du milieu là, des anneaux olympiques. Dans la dernière année, nous avons traité 2000 cas d'incidents de cybersécurité qui ont été traités en gestion d'incidents par le Centre canadien de la cybersécurité. Environ 50% étaient reliés au gouvernement fédéral et 50% au secteur privé. Alors, ça met un peu en contexte la menace que la loi C26 essaye de traiter. Ici, ce qui est important de comprendre, par exemple, c'est tous ces incidents ont été rapportés de manière volontaire au Centre canadien. Puis que je vais dire que la forme courte là, de notre nom, c'est le Centre cyber. Alors, je vais dire Centre cyber à l'avenir. Puis ça va être, vous allez comprendre un peu pourquoi j'ai mentionné ce chiffre là, dans quelques minutes. Alors, projet de loi C26. Bon, tout simplement, c'est la première loi sur la cybersécurité au Canada. C'est notre toute première depuis la naissance de la cybersécurité. Et elle a deux parties. Une partie 1 qui va insérer le besoin de sécurité dans la loi sur les télécommunications canadiennes. Alors ça, c'est pour nos grands joueurs dans les services de télécommunications. Mais la partie 2 est la partie qui est vraiment intéressante. C'est la partie 2 va introduire la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels au Canada. Alors, présentement, juste pour mettre ça le projet de loi a débuté en 2022, mais présentement, il est en train de finir sa route dans notre processus canadien parlementaire pour mettre en place une nouvelle législation. Et si tout va bien, présentement, on aurait la loi devrait recevoir la sanction royale, parce qu'au Canada, on a encore une reine, pour ceux qui s'intéressent. Et nous allons avoir la loi en juin 2024 va être affectée. Et à ce moment-là, il va falloir évidemment développer des obligations réglementaires. Alors ça aussi, ça va prendre un certain temps avant que la loi devienne en pleine force et utilisée. Avant de commencer, juste un petit contexte canadien des juridictions qui affectent les infrastructures critiques. Alors évidemment, dans la Fédération canadienne, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les municipalités ont des responsabilités vis-à-vis certains secteurs critiques. Alors évidemment, ce que ça signifie, c'est que finalement les trois paliers de notre modèle de gouvernance doivent travailler ensemble pour affecter et atteindre les objectifs et avoir les autorités pour engager les infrastructures critiques.
Alors, ce qui est important, c'est le passage d'informations. Et le projet de loi C-26, une de ses créations va être d'un mécanisme d'échange d'informations entre le fédéral et le provincial relié aux infrastructures critiques. Et évidemment, le projet fédéral se veut un peu le premier pas d'investir dans une loi, dans un effort de protection de l'infrastructure, et qui aussi on travaille en parallèle avec nos provinces pour essayer qu'eux-mêmes fassent le même effort par rapport aux services essentiels sur lesquels ils ont juridiction. Alors, dans le contexte fédéral canadien, le gouvernement fédéral a vraiment autorité sur 4 grands secteurs essentiels. Les télécommunications, le transport, une portion du transport, l'industrie financière, le secteur financier et finalement le secteur de l'énergie. Alors, notre projet de loi C-26 va vraiment réguler 4 secteurs essentiels. Si on compare avec NIS 2, je crois que vous êtes à 16 dans le NIS 2 en Europe. Alors, effectivement, il y a un décalage entre les deux modèles. Mais comme je vous dis, nous, c'est le premier pas dans un effort qui devrait amener justement à introduire la protection de tous les systèmes essentiels au Canada. Alors, la nouvelle loi amène vraiment 3 nouveaux groupes de pouvoirs au gouvernement. Puis, ces pouvoirs-là sont articulés dans un cadre de référence là, à 3 piliers. Premièrement, il y a le concept de désignation. Alors, le gouvernement va avoir les autorités pour nommer un système essentiel ou un service essentiel qui est nécessaire à la sécurité nationale du Canada ou la sécurité publique ou économique du pays. Alors, le gouvernement va nommer ces systèmes par le mécanisme de la loi. Les exploitants de ces systèmes essentiels qui vont opérer ces systèmes qui ont été identifiés comme essentiels vont maintenant avoir des obligations exécutoires qu'ils devront immédiatement fournir. Puis, on va rentrer dans ces détails-là en plus grand détail dans quelques slides. Et finalement, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de directive. Alors, le gouvernement pouvoir va être capable de donner des directives qui devraient être exécutoires immédiatement par les exploitants de systèmes essentiels. Alors, ici, on parle d'une autorité qui est vraiment utile dans des cas graves et c'est vraiment une balle en argent là, qu'on utilise très rarement là, par rapport aux demandes. Les grands joueurs reliés dans cette loi, bien évidemment, le gouvernement qui va avoir l'autorité pour exercer la loi. Notre ministère de la Sécurité publique, qui lui, évidemment, est le coordonnateur pour tout l'ensemble de l'appareil fédéral par rapport à la loi, parce qu'il y a énormément d'entités du gouvernement qui sont impliquées, que ce soit des ministères, que ce soit des organisations, des régulations. Ils vont être impliqués là-dedans. Alors eux, ça va être les grands coordonnateurs de la loi. Les organismes réglementaires, évidemment, eux, associés aux secteurs qui vont être identifiés par rapport à la loi, eux vont être évidemment là pour s'assurer de la conformité de la loi et aussi s'assurer que certaines spécificités du domaine sont reflétées, ainsi que déjà les cadres réglementaires qui existent déjà sont tous alignés et coordonnés avec ces nouveaux besoins. Et finalement, le quatrième joueur, alors c'est nous, c'est le Centre canadien de la cybersécurité qui devient en fin de compte l'expert aviseur dans ce processus et qui va aussi avoir quelques autres fonctions que je vais discuter ici. Alors, notre premier rôle là-dedans, ça va être de fournir des avis, des conseils aux joueurs, aux partenaires qui sont impliqués dans ce projet de loi. Alors, on parle ici du gouvernement, ministère de la Sécurité publique et les exploitants eux-mêmes qui vont avoir été identifiés. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est que nous allons avoir un rôle tant d'aviseur, tant du côté des exploitants de systèmes fédéraux, mais en même temps aussi au niveau là, des organismes réglementaires pour leur faciliter et leur aider dans leur travail. Alors, nos avis sont vraiment des avis sur demande et ils ne sont pas exécutoires. Ça va être les organisations réglementaires qui vont avoir le pouvoir de forcer l'exécution ou de juger la conformité d'une action par un des exploitants désignés. L'autre obligation qui va être sujet les exploitants puis qui va affecter le centre cyber, c'est le rapport. Maintenant, les incidents cyber devront être rapportés au centre cyber lorsqu'ils vont arriver. Alors, ça ne sera plus maintenant une question d'une approche volontaire, mais ça va être une approche législative où ils vont devoir nous rapporter les incidents. Et on sait tous que pour chaque incident qui est rapporté, il y en a un grand nombre qui ne sont pas rapportés. Alors, évidemment, ici, c'est vraiment un des pouvoirs de la loi, c'est de forcer cet partage d'informations pour le
évidemment la repartager avec le reste des secteurs, du secteur lui-même qui est touché, mais aussi le reste des secteurs canadiens. Et on comprend que dans le projet de loi, ceci prend un des éléments les plus importants, c'est que cette information qui va être fournie par les exploitants, nous, le Centre canadien, on doit connecter, connect the dots, faut s'assurer, basé sur les connaissances que nous avons, c'est de voir qu'est-ce que cet incident-là peut nous apporter. Ça peut être évidemment un incident qui est relativement simple, et unique, voilà, c'est son trait de l'incident. Mais si c'est le but, évidemment, c'est de voir est-ce que ça fait partie d'une campagne par un acteur étatique. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on doit vraiment caractériser et engager le reste de nos ressources pour protéger l'économie canadienne. Alors, maintenant, parlons un peu justement de ces pouvoirs en plus grand détail. Comme j'ai mentionné, la désignation des systèmes se fait en deux étapes. Première étape, c'est le gouvernement va établir la liste des services et des systèmes vitaux. Et vous pouvez voir, il y en a déjà 6 qui ont été nommés, là, vous pouvez les voir sur la planche. Et évidemment, le gouvernement, lui, va avoir le droit avec les années, avec les mois, de continuer à modifier cette loi selon les besoins. La deuxième portion du processus de désignation, c'est le gouvernement va maintenant nommer les exploitants qui sont assujettis, qui opèrent ces systèmes, et c'est les exploitants qui vont devenir assujettis maintenant à la loi et aux mesures obligatoires qui viennent avec la loi. Alors, quelles sont ces mesures, ces obligations pour les exploitants désignés? Alors, comme j'ai mentionné, la création d'un programme de cybersécurité. Alors ici, on parle de documenter un programme de cybersécurité par rapport au système qui a été désigné. Alors, évidemment, on parle d'identification, protection, détection, relié au système, gestion du risque. Il va aussi l'obligation, clairement dans la loi aussi, les exploitants devront aussi gérer le risque associé à la chaîne d'approvisionnement et aussi aux services fournis par des tiers parties. Alors vraiment, c'est une approche globale. Ils vont avoir 90 jours pour fournir ce premier plan à leurs organismes régulatoires, qui va être ensuite probablement partagé avec nous pour révision et commentaires. Alors, et ce plan doit être révisé une fois par année et gardé à jour. Comme j'ai mentionné, l'autre obligation, rapporter les incidents. Alors, lors de la période de définition des régulations va bientôt commencer. C'est là qu'on va clarifier exactement c'est quoi un incident cyber, parce que vraiment, c'est le cœur de ce point-là. C'est quoi un incident? Quelles sont les conditions? Quelle est la forme et le contenu pour rapporter un incident? Quels sont les seuils de rapport, évidemment, aussi en termes de temps? Alors, et dans un contexte canadien, c'est assez important parce que beaucoup de nos grandes industries opèrent des deux côtés de la frontière en Amérique du Nord. Alors, beaucoup d'industries travaillent nord-sud. Alors, une harmonisation entre les secteurs, mais aussi avec notre partenaire du Sud, vont être importantes pour s'assurer la facilité de la vie pour nos compagnies. Alors, le dernier point, évidemment, c'est la conformité à la loi. Alors, évidemment, bien que le projet de loi reçoit vraiment, généralement, je dois dire, évidemment, il y a des critiques très valables par rapport à la loi, mais généralement, le projet de loi progresse très bien. Et puis, on est confiant qu'on va arriver et les entités, les organismes, les associations professionnelles reconnaissent la nécessité d'avoir une telle loi au Canada. Mais évidemment, il faut quand même s'équiper de processus de conformité pour s'assurer que les projets de loi que les obligations de la loi sont respectées. Alors évidemment, comme tout projet de loi, il va y avoir des pénalités administratives, mais aussi des pénalités financières par rapport si les exploitants désignés ne respectent pas les directives ou le programme ou les éléments de la loi. Alors voilà, c'est ça. Alors comme j'expliquais, la loi C-26, c'est un premier pas. Je pense que c'est le premier d'un cheminement que le Canada commence. Le projet de loi a reçu, comme je vous dis, beaucoup de réactions, généralement positives. Même aussi, ce qui est intéressant, c'est d'autres secteurs, mais des associations d'autres secteurs qui ne sont pas couverts par la loi, sont eux-mêmes avancés pour questionner pourquoi ils n'avaient pas été inclus dans la loi, et comment ils pouvaient être inclus dans la loi dans un futur proche. Alors, les discussions ont commencé. Évidemment, le modèle, les discussions avec les provinces, nous travaillons avec les provinces de manière quotidienne. Alors, évidemment, les discussions ont commencé. Et c'est par là qu'on s'en va. Alors, comme je vous dis, il y a évidemment 4 secteurs. Ce sont 4 secteurs fondamentaux, par exemple, selon lesquels énormément d'industries ont besoin pour accomplir leur mission. Mais le début du cheminement commence. Et alors, on est très heureux et excité, je peux dire, heureux de ce nouveau défi.
Alors voilà, merci. J'espère que c'était intéressant. Merci encore à ceux qui sont restés. Intéressant, si, très intéressant. Merci beaucoup.